Merde, c'est embarrassant de partager cela car cela montre à quel point je suis faible, à quel point je suis stupide. J'apprends, je serai meilleur. Il y a environ 2 semaines, nous avions un voyage de noces aux Philippines pour le cousin de ma femme. Elle m'a dit qu'elle annulait mon billet parce que nous n'étions plus ensemble. En avance rapide au milieu du voyage, elle m'appelle en pleurant disant qu'elle a tout gâché et que ce voyage lui a donné une telle clarté. Elle m'a demandé si je l'aimais et m'a dit si je pouvais un jour lui pardonner. Elle m'a ensuite avoué qu'elle avait utilisé mon billet pour elle et l'avait donné à son amant. Elle a dit que c'était l'un des pires voyages de sa vie et qu'elle avait réalisé qu'elle n'était pas lesbienne et qu'elle ne voulait plus être entourée de cette fille. Elle a regardé le prix de l'écourter son voyage parce qu'elle a dit qu'elle voulait être avec sa famille et tout arranger. Elle est revenue à la maison avant que nous nous revoyions. Je l'ai appelée sur le téléphone et j'ai dit « Est-ce vraiment terminé? Veux-tu vraiment de cela avec moi 100%? Parce que tu peux marcher partout sur moi et retourner vers elle. Que vais-je faire? Tu sais que je ne vais pas te frapper, te tuer. Tout ce que je vais faire, c'est être blessé et tu as montré que tu peux le faire sans hésitation. » Elle a dit non, elle est là à 100% et veut que cela plus que tout. Le premier jour ensemble, nous avons fait l'amour, nous nous sommes câlinés et elle m'a raconté toutes ses réalisations. 6 heures plus tard, elle commence à pleurer à propos de sa rupture. Nous restons éveillés jusqu'à 5 heures du matin à parler de tout sauf de la façon dont elle m'a fait sentir. Elle ne demande pas pardon. Elle parle de tout l'alcool que buvait son amante, de tous les jeux qu'elle faisait, de toutes les femmes dont elle récupérait les Snapchats alors qu'elles étaient ensemble aux Philippines. Je sens que ce n'est pas terminé. Elle dit qu'elle veut couper le contact mais ne sait pas comment faire. Je suis gentil et je lui dis « Tu peux le faire lentement ou rapidement. Si tu es vraiment revenu vers moi, cela ne devrait pas avoir d'importance. » Le lendemain, elle rentre à la maison et commence à dire qu'elle est triste parce que les parents de son amante étaient très spirituels et qu'elle voulait trouver son côté spirituel. Je lui dis que c'est idiot, elle pourrait trouver son côté spirituel avec l'une des nombreuses communautés qui existent. Elle commence à pleurer et s'éloigne de moi en disant que je ne suis pas un espace sûr pour elle pour parler de quoi que ce soit. Je lui dis que je sens que tout cela n'est pas terminé et qu'elle essaie juste de se convaincre de revenir vers elle. Nous nous disputons, mettons les enfants au lit, elle sort et son meilleur ami l'appelle, disant qu'ils avaient planifié une fête de retour des Philippines et que leur invité d'honneur n'y était pas. Je lui dis qu'elle peut y aller, en m'attendant qu'elle ne le ferait pas. Elle y va. À 1 heure du matin, je l'appelle et lui demande si elle dort là. Elle dit oui. Je lui dis combien je suis déçu qu'elle me fasse revivre tout cela et que c'est terminé entre nous et que j'ai été un idiot de la faire confiance. Elle est en voiture allant chercher de la bière, donc elle n'est pas ivre. Elle a décidé de rester là jusqu'au lendemain. Elle rentre à midi. Le lendemain, j'apporte un joint pour nous fumer et le propose comme un traité de paix. Je lui dis que je vais partir quoi qu'il arrive, je veux juste la paix jusqu'à ce moment. Nous commençons à nous disputer au milieu du joint. Elle ne veut pas admettre qu'elle a eu une aventure. Elle commence à devenir folle, essayant d'échapper à la situation, me disant que je lui fais ressentir une crise de panique. Tout cela parce que j'essaie de démêler ce qu'est une aventure et comment elle en a eu une. Elle n'a pas voulu l'admettre. Puis, en colère, elle s'exclame « La différence entre toi et les enfants, c'est que j'aime les enfants sans aucune condition. » Je commence à pleurer et je m'éloigne. Elle revient et essaie de clarifier qu'elle m'aime. Nous mettons les enfants au lit et quand je sors de la chambre, elle est fraîchement douchée et sort par la porte. Je lui dis, si j'essayais de convaincre quelqu'un que je l'aimais, la dernière chose que je ferais serait de quitter la maison pour voir mon amante. Je resterais et essayerais de la convaincre. Tu ne m'aimes pas. Elle répond, je n'ai pas besoin de ta permission pour la voir, et sort par la porte. Je reste éveillé jusqu'à 6 heures du matin à m'occuper des enfants qui pleurent, toutes les 5 minutes. Elle revient à la maison, je lui dis que je déménage ce vendredi, et que nous devons le dire aux enfants avant mercredi. Elle dit « Peux-tu penser à la thérapie avec moi d'abord ?» et s'en va. Elle revient à la maison après le travail et je lui dis non, que je pars. Elle est triste et commence à jouer de la musique triste dans toute la maison. Je visite des appartements demain et je devrais être parti pour le 1er décembre ou le 15 novembre. Je n'ai pas d'argent et un boulot merdique. Mes enfants me disent des choses chaque jour qui me brisent le cœur. Mais j'avance quoi qu'il arrive. Évidemment, je n'ai pas écouté beaucoup de vous, ma famille, mes amis, et j'ai été trompé. Cela m'a tellement exposé à ma trop grande faiblesse. Mais je vais m'en sortir. J'ai toujours été un gagnant avant la rencontrer. Avec son départ, je serai la meilleure version de moi-même et je le sais. Pour le dernier mois, j'ai traversé toutes sortes de deuils. Mon amour de lycée m'a trompé, m'a dit qu'elle était maintenant en relation avec une femme pour le dernier mois et que cela durait depuis 3 mois. En amont, elle traversait une grave crise de santé mentale. C'était l'anniversaire du suicide de son cousin et elle a commencé à exprimer des sentiments suicidaires. Je l'ai aidée autant que possible, mais ses amis l'encourageaient à sortir, boire, chanter karaoké. Bientôt, elle rentrait à la maison à 7 heures du matin et parfois même pas. Nous avons 3 enfants de 4, 5 et 7 ans. Pendant 12 jours, je les ai pris en charge alors qu'ils pensaient littéralement que leur mère était morte. Elle me faisait la tête quand elle rentrait à la maison, puis elle partait à 10h30 du soir. Si ce n'est pas assez laid, cela empire.
Pendant les 15 dernières années, et particulièrement le dernier mois, elle m'a blâmé pour toutes ses émotions. Elle a essayé de rompre avec moi, puis est restée devant la porte sans me laisser partir. Elle m'a fait sentir que je ne suis pas assez bien pendant toute notre relation. À la fin, je lui ai dit que j'allais retirer mon amour de elle. J'allais arrêter de dire je t'aime, j'allais arrêter de la regarder dans les yeux, et je n'allais être qu'un peu vulnérable avec elle. Je lui ai dit que c'était à elle de cultiver une relation d'amour en s'engageant avec moi. Le plus longtemps qu'elle pouvait le tenir, c'était 6 mois avant d'essayer de m'ajouter à l'extérieur. Sa liste de raisons de vouloir s'en aller changeait toujours. À la fin de chaque dispute, elle revenait, s'excusait, puis essayait d'avoir des relations sexuelles avec moi. Elle me disait « S'il te plaît, aime-moi maintenant, ma folie est terminée, je ne le pensais pas ». À contre-cœur, je la cajolais et la rassurais que je pouvais traverser cet abandon consistant. Quand les choses se calmaient, j'essayais de mieux aimer. J'envoyais des cartes faites à la main, je lui disais que je l'aimais, je faisais des vidéos pour elle, je lui parlais toute la nuit. Cela devient encore plus laid. Actuellement, elle a dit à tout le monde dans sa vie, et a même convaincu son thérapeute, qu'elle est la victime, que si je l'avais aimée correctement, elle n'aurait jamais eu besoin de tromper, que son cœur était si désespéré d'amour que n'importe qui aurait pu l'attraper. La partie la plus laide. Actuellement, elle est en voyage d'affaires dans une autre ville avec sa petite amie. Hebdomadaire, elle sort en rendez-vous tard le soir pour des rapports sexuels alcoolisés avec sa nouvelle compagne. Pendant tout cela, elle rentre à la maison et essaie d'avoir des relations sexuelles avec moi. Au moins 5 fois, elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre de vouloir me quitter complètement et qu'elle aimerait une relation ouverte. Je lui dis non, mais la douleur de ne pas avoir me tue. Donc je la laisse souvent venir. La nuit dernière, nous nous sommes câlinés, failli nous embrasser. Elle a insisté sur le sexe, mais j'ai dit non. Pour l'instant, je ne peux pas abandonner mes enfants. Ils m'aiment et je les aime. Donc je dois rester à la maison, regarder ma femme rentrer avec des marques de suçon partout sur le corps et m'occuper des enfants. Je meurs. Je suis suicidaire et je suis à 90% certain de rejoindre l'armée pour surmonter cette douleur. Mais en réalité, je veux juste qu'elle me manque. Je veux trouver un boulot à distance solide pour être près de mes enfants et me permettre une maison de 200 000 $ à proximité. C'est mon rêve. Merci d'avoir écouté ma tirade, c'est bon de mettre cela en mots, et si vous avez des questions ou des conseils, veuillez me les faire savoir, car je sais que je ne suis pas une personne parfaite et j'ai peut-être causé une partie de cela moi-même. J'ai eu mon bébé après une grossesse très difficile. J'ai dû subir ce qu'on appelle un drainage périnéphrostomique, une espèce de cathéter placé dans le dos et qui pénètre dans le rein pour aider à la drainage car il ne pouvait pas le faire seul. J'ai subi cette intervention en mars. J'ai eu plusieurs autres complications pendant la grossesse, prééclampsie, cholestase et diabète gestationnel. J'ai finalement donné naissance à mon fils en août. Il a fallu 2 mois pour programmer la chirurgie pour retirer la sonde périnéphrostome ainsi que d'autres interventions sur mon rein. J'ai également 2 autres enfants, un de 5 ans et un de 3 ans. Au cours des quelques semaines précédant la chirurgie, la douleur que je ressentais dans mon rein était insupportable. Je ne pouvais pas prendre de médicaments avant l'intervention. J'ai appelé ma famille à plusieurs reprises, leur demandant juste un peu d'aide et de soutien. Car m'occuper des 3 plus jeunes, l'un d'eux étant un nourrisson, tout en souffrant de douleurs sévères, en me remettant d'une césarienne et mon corps luttant pour attraper tous les autres problèmes de santé, était épuisant. Ma famille m'a répondu que je n'avais pas besoin d'aide et que je pouvais me débrouiller seul. C'est ce que j'ai fait. Le jeudi précédant ma chirurgie, une amie est venue et a gardé les enfants pendant que je nettoyais tout l'appartement. Vendredi, c'était le jour de ma chirurgie. Ma mère est venue garder les enfants pendant que j'étais en salle d'opération et elle a ramené notre fils de 3 ans à la maison après notre retour. Notre fils de 5 ans est allé chez son père biologique, donc il ne restait plus que moi et mon mari avec le bébé. Ce week-end, alors que je me remettais de ma chirurgie, mon mari a reçu un appel lui annonçant que son père était à l'hôpital, probablement en train de mourir. Ces images de la colonne vertébrale montraient des anomalies suspectes qui pouvaient être un cancer ou une infection, les deux étant très graves étant donné qu'elles affectaient la colonne vertébrale. Donc, le samedi soir à la veille de ma chirurgie, mon mari a pris le bébé, est allé chercher notre fils de 3 ans et s'est rendu à l'hôpital avec les enfants pour voir son père. Je suis resté à la maison parce que je me sentais extrêmement étourdi et faible à cause de la chirurgie et je me suis endormi. Quand il est rentré à la maison, mon mari m'a demandé si je pouvais m'occuper du bébé et je n'ai même pas pu ouvrir les yeux. Il a donc continué à s'occuper du bébé, mais il n'a pas eu le temps de faire la vaisselle ce jour-là. Ce n'est pas grave, nous le ferons le lendemain. Le dimanche matin, mon mari a dû aller travailler et j'étais seul avec le garçon de 3 ans et le nourrisson. En me levant, j'ai essayé de me tenir debout et je me suis écroulé à cause des étourdissements. J'ai eu un évanouissement. Je me suis relevé pour changer la couche du bébé. Parce que j'étais si étourdi, j'ai mis la couche par terre à côté du berceau et j'ai eu du mal à porter le bébé jusqu'au salon. J'ai allumé Mickey Mouse pour le garçon de 3 ans et j'ai essayé de m'allonger. J'ai eu un autre évanouissement
Puis j'ai commencé à halluciner. Je ne savais plus ce qui était réel ou non. J'ai appelé mon mari pour lui dire que quelque chose n'allait pas et que j'avais besoin d'aller à l'hôpital. Mais il ne voulait pas quitter le travail en avance. Donc j'ai appelé mon père. Quand mon père et ma belle-mère sont arrivés, mon père s'est mis à crier après moi à propos des assiettes sales, des poubelles qui débordaient. Nous manquions de sacs poubelles et mon mari prévoyait d'en acheter plus après le travail. Et notre fils de 3 ans avait un gâteau et du fromage sur le sol et il a vu la couche par terre dans ma chambre. Je lui ai demandé d'arrêter de crier après moi et de simplement m'aider à atteindre l'hôpital. Ma belle-mère a décidé de vérifier mes médicaments et m'a dit que c'était un effet secondaire. Et elle m'a donné du paracétamol en me conseillant de dormir pour récupérer. Ils ont emmené les enfants promener et à leur retour, ils ont également crié après mon mari à propos des ordures, de la vaisselle et du fait que nous avions laissé le jeune manger dans le salon et mettre de la nourriture par terre. J'ai demandé de l'aide à 10h30 du matin et il était maintenant 6h du soir. Ils ont finalement pris ma température qui était de 40 degrés et montait. Je n'étais plus moi-même. Mon mari m'a emmené d'urgence à l'hôpital et immédiatement, ils m'ont dit que le rein s'était infecté pendant la chirurgie et que j'étais aussi en état de sepsis. Les infirmières s'inquiétaient pour moi. Ma température était maintenant de 42 degrés et j'étais si perdu que je ne savais plus ce qui se passait. J'ai été admise à l'hôpital pour sepsis. Pendant mon hospitalisation, mon père a jasé sur moi avec beaucoup de gens et a exagéré ses histoires à propos de mon appartement. Ainsi, quelqu'un parmi eux a fini par appeler les services de protection de l'enfance. Inquiet que mes enfants ne soient pas pris en charge, elle vivait dans un environnement insalubre. À ce moment-là, je luttais réellement pour ma vie à l'hôpital. J'étais branché à de l'oxygène, à plusieurs perfusions différentes et sous de nombreux médicaments pour m'aider à récupérer. Le matin suivant mon retour à la maison, j'ai un appel des services de protection de l'enfance et ils frappaient à ma porte. Je les ai laissés entrer et je leur ai tout expliqué, en leur parlant de mon urgence médicale et de la raison pour laquelle j'ai appelé mon père qui a préféré critiquer mon appartement plutôt que de m'aider à aller à l'hôpital. Elle était satisfaite de tout ce qu'elle a vu, a affirmé qu'il n'y a pas de dossier et elle va essayer de clôturer le cas le plus vite possible. C'est tellement frustrant que j'ai appelé mon père à un moment où j'avais besoin d'aide et à la place j'ai reçu des critiques. Et il s'est vanté auprès des autres, si bien que quelqu'un a signalé les services de protection de l'enfance sans même vouloir entendre mon histoire ou penser que j'étais hospitalisé et que j'avais besoin d'aide. Alors ceci s'est produit à Bengaluru. Je travaille en tant que directeur créatif dans une entreprise de planification de mariage et ce jour-là je devais prendre mon équipe en route vers un événement. J'ai réservé un taxi. Mon arrêt était le premier, le chauffeur a commencé à parler dès que je me suis assis. Et je lui ai répondu en Canada. Il avait l'air sympathique, vous savez, cette énergie d'oncle bavard qui vous fait dire « Ah, inoffensif ». Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et quand je le lui ai dit, il s'est enthousiasmé. Apparemment, son ami travaille aussi dans la planification d'événements. Il a dit qu'ils se sont rencontrés lorsqu'elle a réservé son taxi une fois. Ils ont discuté, elle lui a donné son numéro et l'a invité à dîner avec sa famille. Mignon, non ? Un peu trop amical peut-être, mais je me suis dit, peu importe, Bengaluru est plein d'extravertis et d'étrangers étrangement chaleureux. Jusque-là normal. Jusqu'à ce que mon équipe me rejoigne. 2 de mes gars sont montés, tous 2 Malayali qui parlent aussi le Canada. Le chauffeur a demandé s'ils étaient Canadigas, et j'ai dit non. C'est là que les choses ont pris une tournure différente. Il a commencé à parler de son premier amour. Il a dit qu'elle était la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée, qu'elle l'a poursuivi sans relâche à l'université jusqu'à ce qu'il tombe finalement amoureux d'elle. Il a même rencontré sa famille. Il l'aimait. Puis un jour, elle l'a quitté pour un homme riche. Il était dévasté, il s'est enivré, sa sœur l'a invité au mariage, pour se moquer de lui, et le jour du mariage, son frère est sorti de prison. Déjà mon cerveau disait « Attends, prison ?» Ils se sont tous les 2 présentés au mariage, ivres. La famille du marié a essayé de se battre avec eux, et apparemment, il a poignardé l'un d'entre eux. Et le type est mort. Il l'a dit si tranquillement que j'ai cru avoir mal entendu. Puis il a ajouté « C'était la 2e fois que je tuais quelqu'un. » À ce moment-là, mon âme a quitté le corps. Il a continué à parler de la première personne qu'il avait assassinée dans son village, de la façon dont il s'est enfui à Bengaluru et de la façon dont il s'est impliqué dans le milieu clandestin. Pendant ce temps, je suis assis à l'arrière avec mon équipe, leur envoyant des SMS dans notre chat de groupe comme « Les gars, qu'est-ce qu'on fait, putain, j'ai peur !» Et un d'eux répond « Continuez à hocher la tête, agissez normalement, ne le déclenchez pas. » Il nous restait encore 90 minutes dans ce trajet. 90 longues minutes. Alors je suis là, souriant, hochant la tête, feignant de m'intéresser aux mémoires meurtrières de cet homme, tout en écrivant intérieurement mon propre éloge funèbre. Finalement, il a dit qu'il avait laissé cette vie derrière lui. Il s'est marié, a eu un fils et est devenu un homme honnête. Il a même changé de nom. Nous sommes arrivés à notre arrêt,
Nous sommes sortis. Personne n'a dit mot jusqu'à ce que nous soyons en sécurité à l'intérieur du lieu. Ensuite, nous avons ri de cela. Peut-être qu'il nous trollait. Peut-être que c'était l'intrigue d'un film qu'il a adopté pour divertir les passagers ennuyés. Ma copine a même plaisanté. Il probablement raconte une histoire différente de niveau Bollywood à chacun de ses passagers. Peut-être que la prochaine fois, il prétendra être un agent secret. Nous voulions y croire. Mais le lendemain, mon équipe m'a envoyé un lien YouTube, un vieux clip d'actualité Canada datant de quelques années. Et devinez quoi? C'était lui. Chaque mot de son histoire était réel. Je n'ai pas signalé cet incident parce qu'il m'a pris chez moi, donc il connaissait mon adresse. Je n'ai toujours pas pu oublier cela.